Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Julia Mali, écrivaine, traductrice, prof de création littéraire qui pour son 4e roman La Louisiane, paru chez Stock, vient de créer un véritable tsunami éditorial dans le monde entier. Tiré à 25 000 exemplaires et traduit dans 24 langues avant même sa parution, La Louisiane nous embarque à bord d'un navire français nommé La Baleine, avec une centaine de femmes candidates pour quitter leur vie captive à la Pitié-Salpêtrière au début du XVIIIe siècle et rejoindre les rives du Mississippi. Ce qui les attend en Amérique, la violence de la colonisation, de l'esclavage et un mariage forcé. Un roman d'aventure à couper le souffle sur les zones d'ombre et de sororité noyées dans l'océan de l'histoire. Ce livre est inspiré d'une page oubliée de l'histoire américaine comme française, un épisode assez particulier puisque en 1720, au début du XVIIIe siècle, plusieurs groupes de femmes, dont les femmes de la Baleine, ont été envoyées en Louisiane. Ces femmes auparavant étaient enfermées à la Salpêtrière qui à l'époque était une ville à côté de la ville, une sorte d'hospice. On l'appelait l'hôpital général, mais finalement ça tenait assez peu d'un établissement de santé. Et ces femmes sont donc envoyées comme des ventres pour coloniser l'Amérique. Et donc moi je me suis intéressée à cette histoire-là, au destin particulier qu'elles ont pu avoir, et à leur statut, puisque c'était des femmes assez marginales. À la Salpêtrière, ils ont envoyé des femmes qui étaient aussi bien je vais employer le mot détenues, c'était pas exactement leur statut à l'époque, on les appelait pensionnaires, mais enfin bon, elles n'avaient pas le droit de quitter ces dortoirs, donc voilà, je trouve que c'est un peu particulier tout de même. Mais donc ces femmes-là étaient sur le chemin du repentir à la maison de correction, et puis souvent enfermées par leur famille, qui payaient elles-mêmes les pensions, donc afin qu'elles soient logées dans cet établissement. Et puis des orphelines de l'orphelinat, la maison Saint-Louis, qui elles ne connaissaient absolument rien d'autre du monde, si ce n'est les 4 murs de la Salpêtrière. Première intention, donner la parole aux femmes oubliées de l'histoire. Donc ce livre est un roman choral qui est écrit de plusieurs points de vue, notamment du point de vue de 3 femmes qui sont les 3 héroïnes de ce roman. Et à travers elles, j'ai vraiment eu envie d'essayer de présenter plusieurs possibilités de ce que ça voulait dire qu'être femme française en Louisiane au début du XVIIIe, et un peu d'offrir aux lecteurs et aux lectrices un aperçu des différents profils de femmes de la Salpêtrière qui avaient pu être envoyées en Louisiane. Donc on a Geneviève qui est qui est prisonnière à la Grande Force, qui était la prison pour femmes de la Salpêtrière et qui a été enfermée parce qu'elle aidait d'autres femmes à avorter. Ensuite, on a Pétronie, qui elle est une aristocrate désargentée, qui voit pas exactement le monde comme les autres et que sa famille a enfermé suite à un scandale qui n'en était pas un, mais bon, personne ne a trop demandé son avis à Pétronie. Et enfin, on a Charlotte, donc cette jeune orpheline qui a 12 ans quand elle monte à bord de la Baleine et qui, elle, a grandi, a été élevée à la Salpêtrière. Et donc à travers ces trois femmes qui ont une expérience du monde très différente, c'était montrer aussi bien plusieurs aspects de la Salpêtrière, mais aussi plusieurs façons de s'adapter, plusieurs manières de survivre dans ces territoires, ces contrées inconnues pour elles bien sûr, puisque pour les populations autochtones, voilà, ce n'est absolument pas le cas, ces contrées inconnues de la Louisiane. Deuxième intention, faire entendre des combats d'hier et d'aujourd'hui. Donc ces femmes arrivent en Louisiane et elles tournent vraiment le dos à tout ce qu'elles connaissent. Elles arrivent dans un territoire qui est immense. Il faut imaginer vraiment que ça s'étend du golfe du Mexique jusqu'au Canada. Enfin vraiment, on distingue même la Haute-Louisiane de la Basse-Louisiane. C'est assez titanesque. Voilà, elles, on leur a raconté qu'elles allaient arriver dans un pays fabuleux où le blé pousserait comme du chien-dent, où toutes ces nouvelles récoltes de tabac allaient pouvoir renflouer les caisses du royaume de France. Et en fait, elles débarquent dans des villes qui ressemblent à des villages battus par les vents, en pleine épidémie de fièvre jaune, enfin dans un territoire profondément hostile. Et ce livre va donc raconter comment est-ce que chacune d'entre elles, à leur manière, va pouvoir trouver des endroits de liberté, se découvrir et puis
arriver un peu à s'affranchir de cette situation finalement qu'elles n'ont pas choisie et de trouver leur place dans ce territoire. Avec tout ce que ça a aussi d'ambivalent bien sûr, puisque ces femmes elles sont à la fois victimes, puisqu'elles n'ont pas tout à fait choisi de partir, mais en même temps elles participent à ce système d'oppression qu'est la colonisation et qui va mener, comme on sait, à des massacres de population, des déplacements de peuples autochtones, l'esclavage barbare d'Africains et d'Africaines qui a servi. Donc voilà, donc pour moi je me suis intéressée vraiment aussi à ce rôle ambivalent qu'elles ont pu jouer, mais c'était de voir aussi quels étaient les thèmes qui pouvaient vraiment faire écho aujourd'hui à certaines de nos préoccupations, que ce soit l'amitié, la sororité, les dilemmes dans lesquels les femmes peuvent encore être prises ou auxquels elles peuvent encore être confrontées aujourd'hui. Troisième intention, mener une enquête historique et personnelle. Donc cette histoire, moi je suis tombée dessus quand je faisais un master de création littéraire aux États-Unis, pour lequel j'avais obtenu une bourse, et j'ai donc passé 2 ans dans l'Oregon, dans un master de fiction où, de manière très collective, on écrivait des histoires. Quelques mois avant de rentrer, j'ai eu envie de découvrir la Louisiane, et c'est comme ça, en faisant des recherches sur cet État, que je suis tombée sur l'histoire de ces femmes. Donc j'ai des souvenirs très marquants des premières tentatives pour commencer à découvrir et à connaître ces personnages, notamment quand je suis revenue de la Nouvelle-Orléans, où j'avais eu la chance de pouvoir aller faire quelques recherches financées, et où c'était le dernier atelier d'écriture, la dernière opportunité de partager un texte avec ses compagnes et compagnons écrivains et écrivaines, qui étaient un peu devenus une famille littéraire finalement au fil des années. Donc ça a été une aventure de longue haleine, ce roman, puisque j'ai travaillé dessus pendant des années. Ce qui était intéressant, c'est que comme il était né dans donc au sein de ce master d'écriture, et comme j'ai envoyé ce texte qui est d'abord né en anglais à des agents pendant des années, donc des agents américaines, puisque aux États-Unis, pour publier, c'est une étape indispensable de ce processus, et que finalement ces agents m'ont fait des retours, que moi j'ai continué de travailler, enfin au bout d'un moment, tout ça pour dire que il y avait presque quelque chose qui tenait de l'exercice de style. En fait, combien de fois est-ce qu'on peut réinventer ce livre-là? Combien de fois est-ce que l'histoire peut se raconter autrement? Ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont à me raconter qu'elles ne m'ont pas dit au tout début, en mai 2017, quand je les ai rencontrées pour la première fois? Donc il y avait à la fois quelque chose de jouissif d'en voir le texte se réinventer, quelque chose qui était épuisant aussi, bien sûr, puisque pendant de longues années, je n'ai eu aucune garantie que ce texte verrait un jour la lumière du jour. Donc ça c'était pas évident, mais moi j'avais vraiment envie de ramener un peu à la surface comme ça l'histoire de ces femmes qui avaient été complètement oubliées, et bien sûr de faire vraiment une proposition par rapport à ce que leur destin ont pu être. C'est absolument pas un morceau d'histoire qui m'appartient, enfin c'est vraiment une proposition sur cet épisode historique oublié, et ça moi ça me tenait vraiment à cœur, surtout qu'au fil des années évidemment je me suis attachée à ces personnages, donc aussi bien ces femmes qui sont montées à bord de la baleine, que les replacer aussi dans quelque chose dans un contexte historique plus large, puisque comme je mentionnais plus tôt, des femmes sont parties à bord de ce bateau La Baleine, mais il y a eu plusieurs autres voyages qui ont été faits auparavant, plusieurs autres groupes de détenus qui, elles, ont été envoyés en Louisiane. Donc les replacer dans quelque chose de plus collectif, pour ne pas oublier celles qui sont parties au tout début du 18e à bord du Pélican, par exemple. Faire des recherches sur ces femmes a été un défi, puisqu'elles ont laissé très peu de traces derrière elles. Les archives, j'ai trouvé assez peu de choses. J'avais pris contact très rapidement avec l'un des descendants de l'une de ces femmes qui a voyagé à bord de la Baleine, et qui lui avait eu la gentillesse de m'envoyer un texte auto-édité dans lequel il avait rassemblé toutes les informations qu'il avait pu réunir sur ces femmes. Et pour certaines d'entre elles, on avait donc les informations qui avaient été listées sur la liste des passagers et des passagères de la Baleine, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'âge. Et puis pour d'autres fiches étaient un peu enrichies. On avait le nom d'un mari, d'enfant, parfois même une profession de d'un des époux, puisque parfois ces femmes se retrouvaient veuves. La Louisiane était extrêmement dangereuse pour les hommes. Enfin, donc voilà, donc il y avait un peu plus d'éléments biographiques. Moi, les pages que je trouvais saisissantes, c'était celles où vraiment on avait le nom, le prénom, l'âge, et où ensuite tout le reste était inconnu, et où Randall Lanier, le descendant, avait notamment ajouté une ligne que j'avais trouvée bouleversante, dans laquelle il disait si vous avez la moindre information sur cette femme, contactez-moi. Et donc il y avait un peu cet air d'avis de recherche de femmes portées disparues qui m'a beaucoup émue. Après, ça a été des recherches qui m'ont menée dans des lieux complètement inattendus, qui m'ont amenée à rencontrer des personnes vraiment clés, et pareil, auxquelles je
je ne m'attendais absolument pas. Par exemple, j'ai pris contact avec le chef de la nation Natchez, une nation autochtone aux États-Unis, puisque l'un des chapitres est écrit du point de vue d'une jeune femme autochtone. Woodkey Fields a eu la gentillesse de m'accompagner pendant plusieurs années, donc aussi bien de m'aider à trouver des prénoms de personnages Natchez et aussi à relire les passages où ces personnages autochtones apparaissent. J'ai également visité un 3-mâts, le Belém, au Havre, juste pour voir ce que ça faisait, en fait, que de se tenir sur un bateau de cette envergure, ce que ça fait que de monter sur un guerrière d'avant, de descendre d'une échelle, enfin, toutes ces choses-là, en fait, et puis d'embêter un lieutenant qui a vraiment eu la patience immense de répondre à toutes mes questions, toutes ces questions que j'avais au sujet de ces bateaux, de la navigation, et puis replacer tout ça dans un angle un peu plus historique. 4e intention, créer un monde nouveau face à la violence. J'avais envie dans ce roman de montrer les différentes façons dont ces femmes pouvaient nouer des liens de confiance, ou en tout cas se fréquenter au fil de ces années-là. J'avais envie d'avoir des personnages féminins qui soient complexes, qui soient ambivalents, c'est-à-dire que cette notion de survie, ça appelle aussi à des coups bas. Enfin, c'est pas toujours rose la vie en Louisiane, et bien sûr l'amitié est au centre de ce roman. Mais il y a aussi des personnages féminins qui sont peut-être un peu plus âpres. Et ça me paraissait important aussi de l'évoquer. La façon dont ces femmes ont pu s'aimer, et ça, ce que ça a pu vouloir dire, aussi bien en tant qu'amie, en tant qu'amante, qu'amoureuse, c'était crucial de voir comment est-ce que elles pouvaient réinventer des liens qui échappaient complètement à cette société patriarcale qui leur avait été imposée, et dans laquelle elles étaient contraintes d'évoluer, et de voir comment est-ce qu'elles pouvaient se réinventer et réinventer une autre manière d'être et de nouer des relations, en fait, dans ce cadre-là. Pour moi, c'est vraiment très important. Donc ces femmes, quand elles arrivent en Louisiane, elles ont l'espoir de trouver une vie qu'elles pourront faire sienne, enfin de trouver une certaine liberté finalement, et ces espoirs-là vont vite s'effondrer. On leur présente des maris, elles vont épouser des inconnus, et ces inconnus-là vont finalement déterminer la façon dont elles vont se penser, ce qu'elles vont être en droit d'espérer aussi. Et donc ces maris vont avoir des statuts sociaux extrêmement différents. Ça peut être des soldats, ça peut être des artisans qui ont été envoyés en Louisiane, des agriculteurs, des personnes qui sont parties parce qu'elles pensaient faire fortune dans ces territoires inconnus. Enfin, évidemment, la réalité est très différente de ce qu'on avait évoqué en France, et donc ça va être un parcours vraiment semé d'embûches. La question de comment écrire la violence dans ce roman, elle s'est posée bien sûr à de nombreuses reprises, et je me suis souvent demandé d'ailleurs si la violence n'est pas parfois plus forte quand on ne la raconte pas de manière extrêmement explicite, en fait, quand lecteurs et lectrices vont faire cet autre bout de chemin pour imaginer une scène. Et puis se confronter à la violence que ces femmes ont pu rencontrer en Louisiane, à bord de la Baleine, enfin c'est quelque chose où là c'est un effort d'imagination aussi, parce que, en tout cas pour moi, qui suis née à Paris dans les années 90, voilà, j'ai eu la chance de ne pas être confrontée à ce type de violence-là. Et donc la violence à laquelle ces femmes ont pu être confrontées, mais aussi la violence inouïe à laquelle les populations autochtones, les Africains, les Africaines asservies, ont eux aussi, bien sûr, été confrontés. 5e intention, raconter une histoire d'une langue à une autre. Donc la Louisiane est d'abord née en anglais, donc dans le cadre de ce master de création littéraire. Sauf que j'ai commencé à écrire ce texte quand j'habitais aux États-Unis, et quelques mois plus tard, je suis rentrée en France. Donc très rapidement, ça a été, disons, beaucoup plus difficile de me plonger dans un texte anglais au quotidien, tandis que moi, je parlais en français toute la journée. Mais c'est un livre, donc voilà, qui pendant plusieurs années, grâce au retour de ses agents et de ses agentes, c'est vraiment transformé. Et puis ensuite, en 2021, j'ai signé avec Sandra Palera, qui est mon agente, avec qui on a encore une fois retravaillé ce texte, donc toujours en anglais. Et en 2022, ce texte est né à nouveau en français, dans la langue des héroïnes de ce livre. Et ça a été vraiment un processus fascinant en tant qu'autrice, en fait, de découvrir comment est-ce que cette histoire se racontait d'une langue à une autre. De voir ce que les héroïnes avaient à raconter en français, qu'elles ne disaient peut-être pas en anglais. Et puis, ça a été vraiment un processus, un cheminement particulier, puisque
Il ne s'agissait pas de traduire, de s'auto-traduire. Moi, je trouvais que c'était impossible, en fait, puisque j'étais libre, en fait, de réinventer et qu'on me donnait un peu une seconde chance, enfin, une opportunité de rendre ce texte, d'améliorer encore une fois ce texte. Et donc, ça a été vraiment une réécriture. Voilà, les textes aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Et quand, par exemple, je réécrivais le chapitre 2, disons, en français, parfois, je découvrais quelque chose sur une péripétie, sur un passage d'un monologue intérieur, sur un souvenir. Et en fait, ça, je retournais dans le manuscrit anglais pour voir là comment est-ce que je pouvais traiter cette information. Et parfois, le manuscrit anglais me disait quelque chose, donc je revenais dans le texte français. Enfin, ça a vraiment été comme ça, des allers-retours. Et moi, ce texte m'a beaucoup appris en tant qu'autrice. Ce livre a changé énormément de choses. Je pense qu'il m'a vraiment permis de grandir. Moi, en tant qu'autrice, j'ai énormément appris au fil de ces années de recherche et d'écriture. Aussi bien sur ce que ça veut dire que d'écrire entre deux langues, que de bâtir un texte comme ça et de le voir changer pendant des années. C'est un livre qui va naître aussi dans d'autres langues, cette fois-ci avec des traducteurs, des traductrices. Et donc ça, moi, je n'ai jamais connu un de mes textes dans une autre langue. Donc c'était génial de pouvoir échanger avec, par exemple, la traductrice allemande ou italienne, et de voir, elle, les questions qu'elle se posait, et les zones de lumière que ça pouvait d'ailleurs créer pour le texte français ou anglais. Donc voilà, donc beaucoup de bouleversements, une promotion fabuleuse. Enfin, c'est une très belle aventure. Et après toutes ces années à écrire, donc qui ont été assez solitaires finalement, c'est un plaisir de pouvoir amener ce livre et de le partager avec toutes ces lectrices et tous ces lecteurs. Donc pendant toutes ces années d'écriture, j'ai beaucoup retravaillé ce texte en écoutant plusieurs albums de Beach House donc un groupe que j'avais découvert quand j'habitais aux États-Unis. Et donc leurs morceaux ont bercé ces années d'écriture et de recherche entre la France et la Louisiane. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.